Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph, les tuiles ne cessent de s'abattre sur la tête de Justin Trudeau après sa politique d'immigration qui est décriée de partout. Là, c'est le scandale qui risque de faire couler le bateau libéral. C'est le scandale d'Arrive-Can. Parle-nous de ça. Écoute, Richard, avant toute chose, même si Sophie haït ça, bonne Saint-Valentin. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Bon, merci, toi aussi. Elle m'engueulera, elle est capable, je vais l'endurer. Bon, mais c'est à Justin qu'il faut souhaiter bonne Saint-Valentin, oui, nouveau divorcé quand même. Eh là. ben oui. Non, écoute, regarde. Prenons l'affaire. Alors, donc, je rappelle que Arrive-Can, c'est ce bidule qui était supposé freiner la propagation de la COVID en territoire canadien. Quand tu arrivais ici, tu devais montrer patte blanche au plan sanitaire en remplissant un questionnaire dans cette application. Le rapport de la vérificatrice est dévastateur. Elle dit que ça devait à l'origine coûter 80 000 $. On est rendu à 59,5 millions. Estimation conservatrice, donc 750 fois plus cher que le point de départ. En même temps, y a-tu quelqu'un assez cave pour croire réellement que ça allait juste coûter 80 000 $? Deux, elle dit elle-même 59,5 millions estimés conservateurs, car j'ai pas de chiffre précis. En fait, dit-elle, c'est, je cite, une des pires tenues de registre que j'ai jamais vues. Or, la vérificatrice générale, sa spécialité, c'est pour chasser des histoires d'horreur. Alors là, c'est parmi le plus horrible dans les histoires d'horreur. Et à ce point qu'il y a des infos qui ont été acheminées à la police, ce qui donne un peu une idée de ce qu'elle a dû découvrir. Joseph, je fais rien qu'une petite parenthèse. La presse aujourd'hui a un texte sur Arrive-Can. L'entreprise derrière Arrive-Can, c'est GC Stratégie. Écoutez ça à la maison, vous allez capoter. En octobre 2020, GC Stratégie a décroché un contrat du gouvernement fédéral de plusieurs millions de dollars. Je pense que c'est 2,5 millions de dollars, quelque chose comme ça. Un contrat. GC Stratégie avait participé à écrire l'appel d'offres. Fait qu'ils bien sûr, ils ont écrit un appel d'offres sur mesure pour eux autres. Évidemment, ils ont remporté le contrat, puis il n'y avait pas de concurrent parce que l'appel d'offres était tellement... Il y avait une personne qui pouvait le faire, c'est GC Stratégie. Et quand ils ont eu le contrat, Joseph, ils ont invité les hauts fonctionnaires responsables du dossier pour les inviter à une dégustation de whisky. Ouais. Calvaire. Écoute, Richard, je suis content que tu fasses référence à ce reportage, parce que moi, je pense qu'il faut être bon joueur et il ne faut pas hésiter à saluer bon travail journalistique quand il est fait par une entreprise concurrente. Oui. Écoute, GC Stratégie, c'est 4 employés. 4, en tout cas, la presse n'en a recensé que 4. Ils ont obtenu 140 contrats fédéraux depuis 2015, 140 pour un montant total d'environ 258 millions. Et tout cela, ces consultants, ces frais exorbitants en consultation, au même moment où le nombre de fonctionnaires fédéraux a explosé depuis que Justin Trudeau est là. Alors, tu sais, si tu faisais, mettons, des coupures de poste dans la fonction publique, puis que tu as moins de monde, là, tu pourrais comprendre, quelque part, qu'on va chercher de l'aide à l'extérieur. Mais s'il y a de plus en plus de fonctionnaires, pourquoi aller chercher de plus en plus de consultants à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils font, toutes ces dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été embauchés depuis que Justin Trudeau est là? Alors écoute, Richard,
Celui-là, celui ce matin qui s'est réveillé en disant « Pincez-moi pas, c'est trop beau », c'est Pierre Poilievre. Et voici pourquoi. Poilievre, là, ce qu'il doit faire, c'est se recentrer. C'est-à-dire qu'il doit faire oublier les camionneurs coucous d'Ottawa, il doit faire oublier les crinqués religieux au sein du Parti conservateur et il doit parler, si tu veux, de sujets pas trop glissants comme l'immigration. Il doit parler de logement, d'inflation, du panier d'épicerie, de cesser les dépenses folichonnes. Autrement dit, c'est ça ce qu'on appelle maintenant son narratif. Et cette histoire-là, c'est plus que du bonbon. Il demande d'ailleurs une enquête approfondie. Là. Ben, c'est ça. Tu comprends? Lui, sa carte, ça va être je suis pas Superman, je suis pas Trump, je suis le gars qui va ramener le gros bon sens à Ottawa. Et cette histoire-là, il n'aurait pas pu rêver mieux. Dans le contexte où tu vois bien que Justin Trudeau, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une culture war, une guerre culturelle. Il va dire, moi, je suis le progressiste tolérant, Poilievre, lui, c'est le mini-Trump autoritaire. Non, toute cette affaire-là, venant s'ajouter au système de paye Phoenix, au blâme du commissaire à l'éthique, et ainsi de suite, c'est pain béni pour Poilievre, qui pose effectivement une question. Comment ça se fait que les dépenses pour des consultants explosent alors que la fonction publique, elle aussi, a explosé? Joseph, je suis écœuré de voir nos gouvernements gaspiller notre argent. Je suis allé chez mon comptable le vendredi dernier, là, avec mon chéquier, OK? Puis là, c'était mais les soldes d'impôts au fédéral, les soldes d'impôts au provincial, un chèque. Après, c'est la compte provisionnelle au fédéral. Puis j'en avais mal au poignet de signer des chèques, de donner ça au gouvernement, puis m'a dit, je regardais ça en disant, tabarnouche, c'est correct, je gagne bien ma vie, j'ai aucun problème, mais j'en paye de l'impôt. Qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? C'est tout le temps des crises de dépassement de coûts, tout le temps. S'ils ne sont pas capables de gérer notre argent, qu'ils décrissent, là. Quelqu'un qui gérerait mal l'argent comme ça dans une entreprise privée, on l'enverrait promener à coups de pied dans le cul, là. Vraiment. Richard, t'as prononcé 2 mots douloureux. À compte provisionnel. Et misère. 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, j'inscris ça dans mon agenda et à chaque fois, j'ai le sentiment de me faire un harakiri ou ce que tu veux. Et bien entendu, je paierais avec plaisir si ensuite je voyais que quand je veux aller à l'hôpital, c'est correct, que l'école au coin de la rue, c'est correct, mais pour ce que j'ai comme service, quand je vois ce que je paye, disons que la politesse m'interdit de dire ici le fond de ma pensée. La clé dans ce que tu viens de dire, c'est que quand tu as rencontré ton comptable avec ton poignet douloureux, on parlait de ton argent. Tu parlais de ton argent. Tandis qu'au gouvernement, on n'a pas ce sentiment-là. L'argent qu'ils gèrent, c'est pas une perte personnelle pour eux, tu comprends? C'est absolument dépersonnalisé. Ils sont assis sur un gros paquet d'argent qui n'est pas le leur. Autrement dit, le gaspillage ne nuit pas à leur vie. Eux sont sur un traitement fixé d'avance avec des frais de représentation, des frais de dépenses et tout. Donc, évidemment, ils peuvent d'autant plus dépenser pour des conneries que ce n'est pas leur argent. Et si jamais il y a un problème, on augmente les impôts. Mais Margaret Thatcher disait l'argent public, ça n'existe pas. C'est de l'argent qui provient des poches des contribuables. Oui. Et voilà. Et j'aimerais que les gens se fâchent à un moment donné. Oui, Margaret Thatcher disait aussi, le socialisme s'achève quand tu peux plus dépenser l'argent des autres. Alors effectivement, sauf que, qu'est-ce que tu veux? Au Canada, invoquer ça fait de toi un monstre de droite. Et ça donne évidemment que depuis 2015, nous avons un gouvernement qui n'avait même pas de plan
même pas de plan d'un éventuel retour à l'équilibre budgétaire et qui, lorsque l'an dernier en a commis un, s'est fait dire par tous les experts, votre plan n'est juste pas crédible. Alors on dépense, on dépense, on dépense. Et quand tu regardes le bilan de Justin Trudeau, là, c'était un incompétent, là. Vraiment. Écoute, Il est même pas capable de faire fonctionner la machine fédérale là, pour offrir des services, là, les logements, payer les fonctionnaires, arriver avec une application qui coûte pas 59 millions, rien. Richard, Tout est moi, tout croche. Richard, le problème, évidemment, c'est que des gens comme toi et moi, on va se faire dire, on sait bien, vous, Trudeau, bon, mais moi, je pense honnêtement que celui ou celle qui voudra tenter de nous expliquer que Justin Trudeau n'a pas été le pire premier ministre de l'histoire du Canada moderne, celui qui voudrait plaider qu'il n'est pas le dernier des cancres, aura un fichu boulot difficile à faire si, évidemment, on exclut les gens qui n'ont été que de passage ou les concours de circonstances. Chez les gens qui se sont sérieusement installés au pouvoir pendant longtemps, il est, je crois, le pire premier ministre de l'histoire du Canada moderne. Enfin. Nous avons trouvé finalement le sauveur qui va sauver le Québec de la menace terrible du mouvement séparatiste. Nous avons notre capitaine Canada, Denis Coderre, qui lance aujourd'hui un mouvement non merci. Est-ce que tu es maintenant rassuré, mon cher Richard, Denis nous avait dit qu'au mois de mai, il irait faire le chemin de Compostelle. Et moi, je m'attendais à ce qu'il nous annonce sa mission spirituelle au retour de Compostelle. Mais c'est même pas nécessaire d'aller à Compostelle, il est déjà investi d'une mission. Alors, blague à part, on se demandait, toi et moi, la semaine dernière, Denis Coderre est-il l'homme qui peut renouveler le Parti libéral du Québec? A-t-il changé? Et on avait dit, on a des doutes. Ben là, on a la réponse. C'est évidemment un non pur et simple. J'ai par contre, en fait, une nouvelle intéressante pour toi. Sais-tu que, en fait, le retour de Denis Coderre, c'est une sorte de retour de Jean Chrétien, comme si Jean Chrétien parlait à travers Denis Coderre, un nouveau numéro de ventriloquie assez stupéfiant, parce que franchement, quand je l'entends parler de menaces séparatistes, c'est vraiment la rhétorique de Jean Chrétien. Écoute, évidemment, il ne fallait pas s'attendre de la part de Denis Coderre à un comité de réflexion à la André Pratt ou un petit livre dense à la Claude Ryan. Ça lui a pris 3 secondes et quart pour décider qu'il ferait campagne sur la menace séparatiste. Ce que je trouve amusant là-dedans, évidemment, c'est que Denis Coderre voit la souveraineté revenir plus vite que le plus optimiste des péquistes. Alors évidemment, au PQ, ils vont être bien heureux de savoir que Denis Coderre les prend à ce point au sérieux. Deuxièmement, il dit, ça j'ai trouvé ça fort de café, il dit que le Parti libéral est rendu trop à gauche. En quoi? En quoi le Parti libéral du Québec est trop à gauche? Allô, Denis, ici la Terre. Il nous dit à un moment donné, écoutez, là, PQ plus QS, ça, c'est 50% de l'électorat dangereusement gauchiste. Allô, Denis, quand on regarde, Richard, les chiffres de l'élection de 2022, CAQ, pas un parti de droite, pas un parti de gauche, PLQ, pas un parti de gauche, PQ, un parti plutôt centriste, Parti conservateur résolument à droite, ces 4 partis-là ont ramassé au total 85% du vote. Il n'y a que QS résolument à gauche à 15%. Alors, c'est quoi ça, un grand mouvement de gauchisation de la société québécoise? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. Et là, il dit qu'il est investi d'une mission. Là. Il se lance dans une croisade messianique. Attention, là. Moi, Richard, les gens investis de mission, j'ai bien peur de ça. Enfin. Tu sais ce que j'ai envie de leur dire aux gens investis d'une mission? Quoi? Non, merci. Non, merci. Salut, à demain. Salut, bye. Salut, bye.